Bonjour à tous. Je suis content d'être là parce que, comme elle disait, ça fait pas si longtemps que j'étais à votre place. Et le mardi Giol, c'est un truc qui était assez important pour moi dans la décision de mon parcours. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous raconter là. Alors, je sais pas si vous avez lu le petit descriptif de la conférence, mais on va aborder un certain nombre de thématiques. J'ai essayé de simplifier au maximum pour que, en gros, vous compreniez ce que je suis en train de dire. Mais n'hésitez pas à tout moment à lever la main et puis à échanger, à poser les questions, etc. Je pense que c'est pas une présentation formelle. L'idée, c'est d'avoir une discussion. Et donc, si à un moment donné, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je viens ça marche plus. Tout à l'heure, ça marchait. Je viens du lycée Descartes. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui viennent de Descartes. Ouais, il y a Loulou qui m'a envoyé un message en me disant de prendre soin de vous. C'est le prof de bio. Et du coup, j'ai fait G2E et après, je suis arrivé à l'école. Et je suis venu à l'école principalement parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'adorais les cailloux. Chez moi, j'avais une grande armoire pleine de cailloux. J'avais pas trop envie de travailler dans le monde industriel, mais pourtant, je suis venu en école d'ingénieur. Et ça m'a pas empêché de m'occuper de géologie en deuxième année. Mais je savais que moi, perso, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours aimé le côté un petit peu plus naturaliste de la géologie, prendre son temps d'observation, compréhension du monde. Et c'est pour ça que je savais que j'allais plutôt m'orienter vers autre chose. Mais je savais pas trop ce que cette autre chose allait être. C'est que quand je me suis retrouvé à votre place, ici en mardi Giol, que en fait, on a commencé à me parler d'une machine à laver. Et c'est là que tout a basculé pour moi. Alors, pourquoi une machine à laver? C'était à l'époque Yves Marocchi, qui est aujourd'hui à la codirection du CRPG, qui était venu faire le mardi Giol, comme moi je suis là devant vous, et qui a dit qu'en ce moment, ils étaient en train de travailler sur une machine à laver dans laquelle ils reproduisaient les conditions de formation du système solaire. Alors là, moi, j'ai fait « OK, comment ça marche ?» Donc, j'ai traversé la route. Ici, c'est l'école, le point rouge. Si vous traversez ici et que vous allez de l'autre côté, vous arrivez au CRPG. Et je suis arrivé au CRPG et j'ai vu Yves et je lui ai dit est-ce que je peux travailler sur la machine à laver? Il m'a dit désolé, en ce moment j'ai pas le temps, j'ai trop d'étudiants, etc. Donc j'ai dit ok. Il m'a dit par contre tu peux aller voir Bernard Marty. Donc je suis allé voir Bernard Marty qui était à l'époque responsable de l'unité d'enseignement de géochimie. Donc moi je savais pas ce que c'était que la géochimie comme vous aujourd'hui. Et Bernard m'a dit ok banco comment on dit? Bingo banco. Bref, il m'a dit let's go, viens, tu vas travailler sur les gaz rares. Ok. Donc les gaz rares, ça c'est le laboratoire des gaz rares que vous aurez l'occasion de visiter l'année prochaine en géochimie lors du premier TD qui se passera au CRPG. Mais en gros, les gaz rares, il y en a 5. Il y a hélium, néon, argon, krypton, xénon. Et dans le laboratoire des gaz rares, on analyse tous les isotopes de tous les gaz rares. Donc en gros, on analyse les gaz rares sous toutes leurs formes. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce que vous connaissez des gaz rares? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous connaissez à leur propos déjà? Ouais. Comment? Leur manque de réactivité. Leur manque de réactivité, ouais. C'est des traceurs qui sont inertes chimiquement. Et effectivement, ils sont pas du tout réactifs. Si vous regardez le tableau périodique des éléments, c'est les éléments qui sont dans la dernière colonne, la colonne jaune. Et si vous vous rappelez de comment est-ce qu'on remplit les couches électroniques des atomes, c'est des bons souvenirs, eh ben vous vous souvenez que et quand on arrive à la dernière colonne, finalement, il y a les couches externes d'électrons qui sont saturées. Et donc finalement, les gaz rares, c'est les plus asociaux de tous les éléments. Ils sont très bien tout seuls et vont pas avoir besoin de s'acoquiner avec d'autres atomes pour former des molécules pour être stables. Et donc la propriété intrinsèque des gaz rares qui est fondamentale pour tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le caractère inerte. C'est-à-dire qu'ils vont pas participer à des réactions chimiques, pas participer à des réactions biologiques. Ils vont juste être des traceurs finalement qui vont répondre qu'à des processus physiques. J'entends par processus physique de l'évaporation, de la condensation, de la diffusion, etc., etc. Qu'en gros des processus où ça va faire intervenir les propriétés physiques des atomes ou des isotopes, c'est-à-dire la masse, la taille, etc., etc.
Ils vont jamais participer à un cycle biologique ou être modifiés par des réactions chimiques. Et le fait qu'on en ait un certain nombre de ces éléments, donc je vous ai dit hélium, néon, argon, krypton, xénon, ça fait qu'on a un panel, en fait, un outil qui va pouvoir être hyper versatile, qu'on va pouvoir utiliser pour plein d'applications et de façon très complémentaire. Si on regarde un petit peu dans le détail que sont les gaz rares, le plus léger, c'est l'hélium. On peut s'amuser avec un ballon pour se modifier la voix, mais sinon, la plupart des ballons qu'on trouve dans les fêtes foraines, ils sont gonflés à l'hélium. Pourquoi? Parce que c'est un gaz extrêmement léger et du coup bien moins dense que l'air. Et donc, ça permet au ballon de flotter. C'est un élément qui a 2 protons, 2 neutrons, en tout cas pour l'hélium 4. Et l'hélium, c'est un élément qui, s'il n'existait pas, on ne serait pas là non plus. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'univers, l'hélium 4, c'est la brique fondamentale de construction de tous les autres atomes. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous voulez faire du carbone, qui a la masse 12, il faut fusionner 3 atomes d'hélium 4 pour former du carbone dans les étoiles. Donc l'hélium, c'est si vous regardez dans l'univers, 24% de la matière observable, c'est de l'hélium. Le reste, c'est principalement de l'hydrogène et après des pouillèmes d'autres matières. Et c'est vraiment un élément qui est partout dans l'univers et qui est fondamental pour la formation des atomes. Sur Terre, par contre, il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère. Et la raison pour cela, c'est que l'hélium, il est tellement léger que, comme c'est la raison pour laquelle le ballon il monte, ce qu'il veut faire l'hélium, c'est aller vers la haute atmosphère et puis en fait, il va avoir tendance à s'échapper. Donc, le temps de résidence moyen de l'hélium, il est relativement court, sur quelques millions d'années, même pas, par rapport à l'histoire de la Terre. Et pour autant, il est continuellement produit sur Terre, l'hélium, non pas comme dans les étoiles, mais par des réactions nucléaires, des réactions de radioactivité qui ont lieu, par exemple, dans la croûte continentale. Voilà, ça c'est un peu... Déjà, sur le premier élément, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Sur un élément, l'hélium, on se rend compte qu'on peut commencer déjà à discuter de processus de production avec de la radioactivité, etc., mais aussi de propriétés physiques par rapport au fait que c'est un élément très léger qui va ne pas être retenu dans l'atmosphère, par exemple. Ça va? Le deuxième élément duquel je voulais vous parler, c'est le néon. Donc pareil, le néon, vous en voyez partout sur les affiches publicitaires. La raison pour laquelle il est utilisé, ça coûte moins cher que l'hélium, et c'est un gaz qui, quand il est ionisé, comme ça, dans un plasma, dans un tube, ça fait une jolie teinte qui peut être utilisée pour l'affichage. Pareil que l'hélium, le néon est plus léger que l'air. Si vous faites un ballon de néon, il va aussi flotter. Mais pareil, c'est le 4e élément le plus abondant dans l'univers, et pourtant il est très très peu abondant dans l'atmosphère, puisqu'il est aussi pas retenu. Il est moins perdu que l'hélium, mais sur les échelles de temps long, l'hélium va aussi avoir tendance à fuiter, puisqu'il est très très léger. On passe ensuite à son grand frère, l'argon, qui lui est enfin plus lourd que l'air. Donc si vous faites un ballon d'argon, cette fois-ci il va plus flotter, mais il va tomber. Et là aussi, il y a un certain nombre de versions de l'argon et à différents isotopes, l'argon 36, 38, 40, etc. Donc, pour chaque élément, il y a différentes versions du même élément, différents isotopes, qui vont pouvoir être utilisés. Et notamment, on a l'argon 40, c'est une des versions de l'argon, qui est très abondant dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz rares, puisque c'est environ 1% de l'atmosphère qui est composée d'argon 40. Et la raison pour ça, comme pour l'hélium, c'est qu'il est produit par radioactivité constamment dans la croûte continentale, et que du coup, on est sans cesse en train de produire de l'argon 40 de la croûte qui va vers l'atmosphère, etc. Donc ça, c'était pour hélium, néon, argon. Donc il nous en reste 2 que j'ai combinés en une slide. C'est le xénon et le krypton. Ou krypton et xénon, si on mettait dans l'ordre.
Donc le xénon, c'est pareil que le néon, on peut en faire des plasmas pour l'éclairage, et notamment, c'est souvent des lampes à xénon qui sont utilisées dans les cinémas. Alors le xénon, c'est assez gros comme au niveau de la masse atomique, on est à masse 54, donc il commence à avoir pas mal d'électrons, et malgré le fait que ce soit un gaz rare, inerte, des fois il va pouvoir quand même lâcher quelques électrons à d'autres atomes et faire des molécules. Mais ça, c'est dans des conditions très spéciales. Et il y a tout un pan de l'étude des gaz rares qui vise à essayer, à forcer les gaz rares à faire des molécules, comme si on les forçait à se sociabiliser. Mais c'est simplement dû au fait que voilà, ce soit un gros atome qui est polymérisable. Mais globalement, on peut se souvenir que les gaz rares sont inertes. Alors, je pourrais passer beaucoup de temps à vous parler des gaz rares, mais c'est pas exactement le but. Ici, si on regarde par exemple juste une chose que je vais vous réutiliser dans la suite pour les gaz rares, c'est le fait que la composition du xénon dans notre atmosphère, elle n'a pas toujours été la même. Et en fait, ça, on le sait aujourd'hui, que la composition ici, c'est un graphique. Alors, pas besoin de regarder les axes X, Y, etc. C'est juste, vous voyez qu'il y a une courbe, qu'il y a une évolution. Et ça, en fait, c'est l'évolution de la composition du xénon dans l'atmosphère, qui a en gros été, disons, d'une couleur violette à une couleur bleue. Et cette évolution, elle est importante, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais elle a été notamment découverte grâce à l'analyse d'atmosphères anciennes piégées dans les roches. Si vous regardez, par exemple, dans des barytines, dans des quartz qui sont très anciennes, et que vous regardez des inclusions fluides, dedans, en fait, il y a de l'atmosphère piégée pendant des milliards d'années qu'on peut analyser pour reconstituer l'évolution de l'atmosphère au cours du temps. Et bien, pour le xénon, on sait, grâce à ça, par exemple, que sa composition a évolué au cours du temps. Donc, le dernier gaz rare dont on s'en fiche un petit peu, c'est le radon. Peut-être que vous en entendez parler, surtout si vous êtes en Bretagne ou alors même ici. Des fois, il y a des problèmes. Le radon, c'est un élément qui est produit aussi par des décroissances radioactives, etc., mais qui a une durée de demi-vie très courte. Ça veut dire qu'il ne va pas vivre très longtemps. Sa durée de demi-vie, c'est 3 jours. Donc, en gros, au bout d'une dizaine de jours, le radon est parti. Mais dans des endroits comme en Bretagne, où il y a beaucoup de production de radon, ça peut créer une atmosphère radioactive qui peut poser des problèmes pour la santé. Mais bon, vu qu'il a une durée de demi-vie si courte, on va globalement l'ignorer. Donc moi, là, je suis arrivé au laboratoire des gaz rares. On m'a présenté, voilà, bonjour David, hélium, David, néon, etc. Comme vous, là, j'ai eu un petit aperçu de tous les gaz rares, mais j'y comprenais pas encore grand-chose. Et j'ai commencé à comprendre en fait comment marchaient les gaz rares lorsqu'on a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient être utilisés. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature, les éléments, ils sont toujours soumis à des processus, à des changements de phase, etc. Et que, en gros, c'est comme si lorsqu'on a des éléments comme là, les gaz rares dans la nature, c'est les Jeux Olympiques tous les jours. Tous les jours, on va dire l'hélium, le néon, le krypton, le xénon, etc. Ils vont au travers de processus qui vont changer leur composition. Et quand on parle de leur composition, c'est la composition chimique, la composition des isotopes, etc. Alors, les isotopes, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais globalement, si c'est simplement que pour un élément donné, oui. Bah justement, composition, ça peut être, ouais, soit la proportion de différents éléments, par exemple la cristallisation fractionnée, ça va te faire changer la proportion des éléments dans la phase solide par rapport à la phase liquide, ou alors l'évaporation d'un nuage, ou alors tous les processus en fait qui régissent l'évolution de l'environnement transforment la matière. Et ça transforme la composition donc des atomes, des isotopes, etc. Et juste pour vous illustrer, si vous prenez par exemple un glaçon d'eau et que vous le mettez dans un verre d'eau, il va flotter. Mais si vous remplacez tous les isotopes d'hydrogène par la version de l'isotope plus lourde, qui s'appelle le deutérium, le glaçon, cette fois-ci, il va couler. C'est juste pour vous montrer à quel point, juste en changeant
la composition d'un échantillon, la composition isotopique, moléculaire, etc., on peut complètement changer les propriétés physiques d'un élément. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va revoir en géochimie ensemble. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, j'ai compris en allant en géochimie que on pouvait utiliser les isotopes, les éléments pour tracer des processus. Et parmi ces processus, alors attendez, c'est parce que je me dis c'est peut-être trop compliqué ce que j'ai dit. Juste pour vous illustrer ce point-là, parce que tu me disais par rapport à la composition, on a différents types de processus. On va avoir, par exemple, des processus où les éléments vont pas forcément se comporter de la même manière en fonction de leur vitesse. Donc ça, c'est par exemple, il faut imaginer simplement, si on a un ballon qui a une légère fuite et qu'on fait fuir les éléments hors du ballon, tous les éléments vont pas fuir à la même vitesse. Si par exemple, on imagine que on a un enclos avec des animaux de différentes tailles, si jamais on ouvre l'enclos, on va avoir les petits éléments qui vont fuir préférentiellement de cet enclos. Et donc ça, c'est juste une illustration de comment est-ce qu'on peut arriver à modifier la composition d'un élément et utiliser finalement la composition de ces éléments, notamment des gaz rares, pour comprendre un processus, dans ce cas-là, un processus de fuite. Alors, ça, c'est les processus. Et l'autre chose qu'on peut tracer, c'est pas les processus, mais ça va être des sources. Donc là, c'est par exemple si vous avez dans la nature deux grandes familles d'éléments, deux grands réservoirs, qui vont avoir des compositions différentes. Par exemple, ici, on a 3 fois plus de gros éléments que de petits éléments dans la source 1 et la même quantité de gros éléments que de petits éléments dans la source 2. Si on les mélange dans des proportions de 50-50, on va faire du coup une composition. On va avoir 2 gros éléments et un petit élément. Donc là, c'est juste pour vous illustrer qu'on arrive, grâce aux isotopes, grâce à la composition de la matière, à retrouver des mélanges et à faire du traçage de sources. Donc c'est comme si, là j'utilise des lions, alors ne me demandez pas pourquoi, mais je pourrais utiliser des couleurs. Si par exemple on a un réservoir bleu, un réservoir rouge, et qu'on les mélange à 50%, on va former du violet. Donc voilà. Là, en gros, jusque-là, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est qu'il y a pas mal de gaz rares, qu'ils n'ont pas tous les mêmes masses, et qu'on va pouvoir les utiliser pour 2 choses, faire du traçage de processus et faire du traçage de sources et de mélanges dans la nature. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Là, c'est vraiment un condensé qui peut-être est un peu trop d'ailleurs. Une introduction brève à ce que la géochimie et comment est-ce qu'on peut utiliser en gros la composition des éléments. Mais on verra ça ensemble l'année prochaine. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert en géochimie. Après, j'ai choisi un parcours matières premières et minérales, parce que c'est là où on me disait il y a le plus de géologie. Et effectivement, c'était bien, mais je pense que n'importe quel parcours peut être bien. Après, en semestre 8, pardon, j'ai fait un projet de laboratoire que vous serez aussi amené à faire, où là, je suis allé au gaz rare, encore une fois, et on m'a proposé d'analyser des diamants qui datent de l'Archéen pour essayer de comprendre l'évolution de l'atmosphère. Et en fait, ça m'a bien plu de travailler sur des diamants, de travailler sur l'atmosphère, les gaz rares, essayer de comprendre l'évolution de l'environnement. Et donc, en 2e année, j'ai décidé de faire un stage d'été dans le laboratoire des gaz rares. Et là, cette fois-ci, Bernard m'a donné des échantillons lunaires et m'a dit on va analyser les gaz rares dedans, on verra bien ce qu'on trouve. Et avec la question qui était d'essayer de comprendre la composition des gaz rares dans ces échantillons. Et notamment, il y a une question qui reste ouverte, c'est que la composition des gaz rares dans ces échantillons, elle ressemble beaucoup à celle de la Terre.
Et c'est une question qu'on essaye de comprendre. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ces échantillons lunaires en stage de 2e année. Donc après, ça faisait... voilà, j'avais déjà une meilleure idée un petit peu de ce que je voulais faire. Je commençais à comprendre que la géochimie, les gaz rares, ça me plaisait bien. Mais j'avais envie de faire un petit peu autre chose quand même, profiter d'être à l'école. Du coup, j'ai fait une année de césure entre la 2A et la 3A, et j'avais envie de faire de la musique. Donc j'ai laissé un petit peu de côté les stages et la géochimie, etc. Et j'ai essayé de trouver des musiciens pour monter un groupe de musique. Alors, j'avais pas grand-chose pour le financer, cet album, et du coup, j'ai eu la chance d'être embauché par Bernard au Gaz Rare pendant 1 an, en ingénieur. Donc, la journée, j'étais au Gaz Rare, et le soir, je faisais de la musique. Ça m'a donné aussi des bonnes opportunités, parce qu'il y avait dans le projet des choses qu'on devait tester, et on n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire. Donc, j'ai pu passer 3 mois, notamment en Californie, au Caltech, en stage. J'ai une bourse de la NASA pour aller faire des analyses sur ces échantillons lunaires. Donc en fait, c'était une année de break, mais pas vraiment de break, puisque sur une année de césure, en fait, j'ai fait énormément de sciences quand même. Et ça m'a permis notamment d'écrire mon premier papier, mon premier article scientifique, à la fin du coup cette année de césure. Alors je sais pas si vous savez comment fonctionne la rédaction d'un papier scientifique, mais c'est quelque chose d'assez qui prend du temps, qui est compliqué. Quand on écrit un papier, il faut savoir à quel journal on va le soumettre. Il y a plein de journaux différents qui demandent des formats longs, des formats courts, etc., etc. Et lorsqu'on envoie un papier à un journal, l'éditeur peut soit ne pas l'accepter, soit l'accepter, mais dans ce cas-là, il va l'envoyer à des collègues, des reviewers, qui vont l'évaluer et lui faire des retours. C'est un processus long et difficile. Et donc, écrire un premier papier, c'est jamais facile, mais ça vient au cours du temps. En tout cas, vous voyez que c'est possible dès un stage, des stages de 2A, dès que vous pouvez, si vous êtes intéressé par la filière académique, d'aller au laboratoire, de commencer à vous imprégner de la recherche, etc. Et puis, avec un peu de chance aussi, ça peut donner des résultats intéressants. Donc, après mon année de césure, j'avais pas envie de revenir à l'école et de choisir. J'adore l'école. Hein. J'avais pas envie de faire une option des 3A qui était proposée, et j'ai choisi une autre alternative qui s'est avérée en fait être vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est le master Terre et Planète. Je sais pas, est-ce que vous en avez entendu un petit peu parler du master Terre et Planète? Alors je vais juste vous faire quelques slides pour vous rappeler, mais c'est le master du coup qui est au CRPG, même si vous pouvez venir à l'école assez souvent. Et ça, c'est par exemple en haut à gauche, c'est une photo que moi quand j'étais en master, je suis derrière, où on est en train par exemple là d'être en Italie et de regarder la surveillance des séismes à Palerme. Et il y a différentes photos qui montrent des montagnes, des comètes, etc. C'est pour vous montrer que dans ce master, on n'est pas cantonné à une question, une thématique scientifique, et en fait, on va balayer un grand nombre de questions et de domaines scientifiques. Et c'est ce qui fait un peu la force de ce master. C'est vraiment la formation à la recherche par la recherche. Donc, on associe la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et à la suite de ça, vous pouvez vraiment faire de la recherche dans les domaines publics comme privés. L'idée, c'est d'avoir une immersion totale dans un laboratoire pendant tout le cursus de master, c'est-à-dire que pendant 1 an, vous allez boire le café le matin avec les chercheurs, vous êtes dans les locaux, vous interagissez avec tout le monde, et donc il y a une immersion totale dans le monde de la recherche dès la 3e année de l'école. Et comme je vous disais, il y a un certain nombre de thématiques. Alors au CRPG, on fait pas que des gaz rares, loin de là. Il y a 4 thématiques principales. C'est la cosmochimie, planétologie, donc l'étude de l'espace. Il y a une thématique sur cycle, atmosphère et climat, une thématique sur les magmas et une thématique sur la tectonique et l'évolution de la surface de la Terre. Et le mot d'ordre de tout ça, c'est la quantification des processus naturels, et notamment grâce à la géochimie. Sur les différents thèmes, cosmo, magma, terre, cycla, vous allez pouvoir
aller de l'étude du système solaire à l'origine de la vie, au magmatisme, aux minéralisations, à la tectonique, au climat, à l'évolution de l'atmosphère, etc. On balaye un grand nombre de thématiques et ce qui participe à la richesse des étudiants qui sortent de ce master. L'objectif, de tout ça, c'est de vous former, bien sûr, à la recherche, mais aussi de façon plus générale aux enjeux des géosciences aujourd'hui, en abordant, comme je vous disais, des questions fondamentales, comme ce que je viens de vous présenter, mais aussi des choses beaucoup plus appliquées. Donc, il y a d'autres masters que le master Terre et Planète. Il y a le master Explo, notamment, qui est plus ancré sur le deuxième point, sur la relation avec l'exploration, etc. Mais c'est quelque chose que l'on fait dans ces masters. Et l'avantage, c'est que vous voyez à la fois la théorie et la pratique. Ça commence en semestre 9 avec un stage un stage de terrain qui se fait en Italie. Là, vous avez une petite photo à Vulcano. Il y a en gros des enseignements académiques et pratiques, et plus des modules de travail personnel et cycles de conférences. Grosso modo, le matin, vous avez cours, et l'après-midi, il y a différentes conférences du travail personnel, initiation au métier de chercheur, etc. Le stage de terrain, il est particulièrement cool. On va en Italie, donc là, en bas, c'est pour faire de la magmato, et au-dessus, c'est Campo Imperatore, c'est un peu la Sibérie italienne. C'est dans les Apennins, dans les montagnes, où on fait de la tectonique active. Et un des trucs qui est vachement chouette, c'est par exemple là, on peut monter en haut du Stromboli la nuit. Donc là, c'est juste une halte dans la montée du Stromboli. Mais l'idée, c'est de rester un petit peu le soir et puis de voir le volcan en activité. Donc ça, c'est le premier semestre. Et le deuxième semestre, c'est du coup un stage de recherche où vous êtes en immersion totale. Vous êtes non pas forcément, un chercheur apprenti. Vous avez un sujet, une question scientifique, des analyses à faire, et vous êtes vraiment comme un chercheur pendant 6 mois. Donc il y a beaucoup de compétences qui sont possibles de développer au travers de ce master, et je vous encourage vraiment à vous renseigner sur le master Terre et Planète, qui est un master particulièrement complet et intéressant, et moi j'ai vraiment adoré le faire. Donc c'est Albert Galli qui est en charge de ce master, que vous pouvez contacter, ou alors les différents chercheurs et chercheuses du CRPG qui sauront vous renseigner sur ce master. À la fin de celui-ci, c'est bien, j'insiste sur le fait que on a un diplôme d'ingénieur. Moi, je suis diplômé de l'école d'ingénieur de la même manière que les autres personnes qui n'ont pas fait ce master. Donc c'est un double diplôme qui n'enlève rien finalement à la formation d'ingénieur et qui vous permet de rajouter en plus une formation à la recherche si vous voulez être enseignant-chercheur, ingénieur de recherche ou faire de la recherche et développement, etc. Ça peut être quelque chose de tout à fait valorisable. Moi, pour mon stage de master, devinez sur quoi j'ai travaillé? Non, la machine à laver. Parce que j'avais tellement bien aimé cette histoire de machine à laver que j'ai lâché les gaz rares un instant. Je sens que je vous ai déjà saoulé avec les gaz rares. J'ai travaillé donc sur la machine à laver. Donc, grosso modo, comment est-ce que ça fonctionne? Si on revient au tout début de l'histoire du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire, c'était en gros une grande enveloppe de gaz et de poussière. Et la poussière, elle virevoltait dans le gaz en fonction de la turbulence. Et de temps en temps, il y a des poussières qui s'aggloméraient les unes aux autres et qui formaient des corps de plus en plus gros. Allant de corps de plus en plus gros à plus en plus gros, on a formé effectivement des embryons planétaires, ce qu'on appelle aussi des planétésimaux, en fonction de la taille de ces planètes, planétésimales embryons, et enfin des planètes. Et aujourd'hui, quand on regarde dans l'espace, il reste, par exemple, il reste plus de gaz de la nébuleuse, il n'y a pas de gaz entre les planètes, mais par contre, on retrouve des bouts de cailloux, qu'on appelle des astéroïdes, et qu'on retrouve aussi dans les météorites. Et donc, une des grandes questions de cette machine à laver, c'est essayer de reproduire les conditions qu'il y avait à l'époque dans le gaz de la nébuleuse et qui ont participé à la formation de la matière organique, par exemple, qu'on retrouve aujourd'hui dans les météorites. Donc, c'est pas vraiment une machine à laver, et j'y reviendrai juste après. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, là, j'ai fini mon master et j'arrive à décider à faire une thèse. Sauf que
J'étais intéressé par plein de trucs. J'avais envie de faire de la cosmochimie, j'avais envie de faire de la formation des planètes, j'avais envie de faire l'évolution de l'atmosphère, l'origine de la vie, j'avais envie de travailler sur les volcans et j'avais envie de travailler sur la tectonique des plaques. Donc ça, c'est pas possible de tout faire, sauf si on a un outil qui permet un peu d'aborder toutes ces problématiques. Et c'est là où je vais vous reparler des gaz rares et vous montrer comment, pendant mon travail de thèse et la recherche que j'ai fait après, j'ai pu aborder un grand nombre de thématiques qui m'intéressaient et sur lesquelles j'avais envie de travailler, en utilisant finalement toujours le même outil. Et cet outil, c'est du coup hélium, néon, argon, krypton, xénon. Ici, d'un point de vue cosmochimie, je me suis pas mal intéressé donc à l'origine de la matière organique qu'on retrouve aujourd'hui dans les astéroïdes. Et donc pour ça, j'ai travaillé sur la fameuse machine à laver, qui ressemble pas du tout à une machine à laver, on est d'accord? Ça s'appelle un nébulotron, parce que la nébuleuse, c'est le gaz qui entourait les planètes quand elles sont formées. Et du coup, les personnes qui ont créé cette machine, des versions précédentes de cette machine, ont appelé ça un nébulotron. Ce que vous voyez, c'est qu'au milieu, il y a un plasma de gaz. Donc, on peut mettre des gaz rares, on peut mettre du CO, du N2, du H2, etc. On fait des mélanges de gaz et on porte ça à très haute température et à très haut taux d'ionisation. Et on forme à la fin, vous voyez le tube là, récupéré à la fin, il est plein de matière organique qu'on peut récupérer et comparer finalement à ce qu'on trouve dans les météorites et ce qu'on peut échantillonner aujourd'hui dans les astéroïdes. Donc ça, c'était un des principaux travaux que j'ai fait sur cette machine, et c'est de comprendre finalement comment on forme la matière organique qu'on trouve dans les météorites en comparant ce que je fabriquais en laboratoire avec la matière organique qu'on trouve effectivement dans les échantillons naturels. Après, j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement à la Terre, notamment à comment est-ce que la Terre s'est formée, comment est-ce qu'elle a acquis son atmosphère et pourquoi est-ce que finalement notre planète est habitable aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs façons d'aborder cette thématique, mais une des façons qu'on a utilisées, c'est d'étudier les volcans. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie les volcans pour comprendre l'origine de l'atmosphère? Ici, c'est des photos, par exemple, à Yellowstone, où en fait, on est en expédition, on a des permis pour aller à peu près où on veut dans le parc, et on cherche du gaz volcanique pour le piéger et le ramener à Nancy pour l'analyser au niveau des gaz rares. Donc des fois c'est un peu plus dangereux que ça. Ici par exemple, ça c'est une vidéo que j'ai prise avec un drone en Islande, où là pour le coup c'était très difficile d'aller dans le volcan. On est juste en face sur une colline et on a juste pu échantillonner des choses à la périphérie. Et vous voyez que là, en gros, il y a une rivière de magma devant nous et c'est dangereux et il faut faire attention. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça? Je vous montre ça parce que lorsque on regarde ce volcan, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous regardez par exemple la composition du xénon dans le gaz qui sort de ce volcan, vous retrouvez la même composition que le xénon qu'on trouve dans les météorites ou que le xénon qu'on trouve dans la matière organique du nébulotron. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui sort des volcans, on tombe sur la signature des gaz rares qu'on retrouve dans les météorites, qu'il y avait dans l'espace. Et donc finalement, on retrouve la signature des roches qui ont formé la Terre au début. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les météorites ensemble aujourd'hui et que vous faites une grosse planète, ça se trouve, vous attendez 4,5 milliards d'années, il y aura des volcans à sa surface et vous pourrez retrouver la composition des météorites qui ont initialement formé cette planète. C'est la même chose pour notre planète. Et donc ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on va sur plein de volcans dans le monde pour essayer de sonder l'intérieur de la Terre et essayer de comprendre à partir de quel type de matériaux, finalement, la Terre s'est formée. Et puisque les différents types de météorites n'ont pas toutes la même composition, ça nous permet de comprendre comment est-ce que la Terre s'est formée et comment est-ce que, en gros, on est arrivé à une Terre qui ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant de sonder notre propre planète pour retourner finalement aux origines du système solaire. À l'intérieur de notre planète,
on retrouve donc cette signature. Donc, je ne vais pas parler de signature, je vais parler de couleur, puisque je vous ai montré qu'on pouvait tracer des processus en faisant des mélanges. On peut regarder des couleurs, et donc, à l'intérieur de la Terre, c'est comme si on n'avait que du xénon qui était de la couleur rouge. Sauf que dans l'atmosphère, quand on prend un échantillon d'air, une bouteille d'air, et qu'on le mesure au gaz rare, on a une composition du xénon, par exemple, qui n'est pas du tout comme les météorites. C'est comme si, au lieu d'avoir du rouge, on avait du violet. Et donc se pose la question de d'où vient le xénon de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est une question, par exemple, pendant plus de 40 ans, les gens ont essayé de comprendre d'où vient l'atmosphère terrestre en essayant d'utiliser le xénon. Sauf qu'à chaque fois qu'ils allaient dans un réservoir du manteau, ils tombaient sur de la couleur rouge et pas sur du violet. Le violet, il y en a que à la surface de la Terre. Et finalement, il a fallu attendre pendant ma thèse, on a participé à une mission spatiale. Donc ici, c'est pareil, c'est un diagramme avec des isotopes. On s'en fiche, je les enlève. Ce qu'il faut juste, c'est comprendre, c'est cette notion de mélange. On a participé à la première mission spatiale qui a permis de mesurer la composition en gaz rare d'une comète. Une comète, c'est comme en gros des astéroïdes, mais qui viennent de beaucoup plus loin dans le système solaire et qui portent beaucoup plus de glace que les astéroïdes. Et donc vous voyez que jusqu'à présent, c'était pas possible d'expliquer pourquoi est-ce que la Terre était différente des météorites. Et grâce à ces mesures qu'on a pu faire sur une comète pour la première fois dans le système solaire, très loin de la Terre, on a pu trouver finalement la couleur bleue qui nous manquait pendant tout ce temps et qui a permis d'expliquer l'origine de l'atmosphère terrestre, en tout cas du xénon dans l'atmosphère terrestre, en mélangeant du bleu et du rouge pour faire du violet. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec les autres éléments, ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Si on regarde le carbone, il y a tellement de réactions chimiques qui modifient sa composition qu'on ne peut pas le faire. Pareil pour l'hydrogène, c'est compliqué. Pour l'oxygène aussi. Là, les gaz rares, puisque en gros, ils sont tranquilles, ils font pas de chimie, etc., ils nous permettent de faire ces mélanges et d'avoir des grandes implications sur l'origine de l'atmosphère. Et par exemple, dans ce premier travail qu'on a fait pendant ma thèse, on a pu trouver que, par exemple, il y avait environ 20% du xénon dans l'atmosphère qui venait des comètes et que c'était suffisant pour apporter cette couleur violette qu'on n'arrivait pas à expliquer pendant plus de 40 ans avant ça. OK ? Donc ça, c'est juste une illustration de comment est-ce qu'on peut utiliser les gaz rares comme un traceur. Alors, puisqu'on joue avec les couleurs, je vais vous montrer une autre étude où on a fait exactement pareil. On a utilisé la composition comme des couleurs, finalement, pour faire des mélanges. Cette fois-ci, plus sur l'origine de la vie sur Terre. C'était une question aussi qui m'intéressait beaucoup et on a travaillé avec des gens du Muséum d'histoire naturelle à Paris pour avoir des échantillons de matière organique qui avaient été récupérés de roches archéennes. C'est de la matière organique dans laquelle il y a des microfossiles qui correspondent à peu près aux premières formes de vie il y a plusieurs milliards d'années. Le problème, c'est que quand vous avez une roche, aujourd'hui, que vous récupérez avec votre marteau et que vous trouvez de la matière organique dedans, qu'est-ce qui vous dit que la matière organique que vous trouvez, elle n'est pas beaucoup plus récente que la roche? Il suffit d'y avoir eu des circulations de fluides ou alors des bébêtes qui ont vécu dedans, etc. Et on peut avoir de la matière organique qui est en fait récente dans une roche ancienne. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a proposé d'essayer d'utiliser, dans ce cas-là, le xénon. Je vous ai parlé de son évolution au cours du temps. Eh ben, c'est comme si l'évolution du xénon était passée donc de ce violet formé par un mélange de météorites et de comètes vers une composition bleu clair aujourd'hui. Et donc, puisqu'on a dans l'histoire de la Terre une évolution de la couleur du xénon dans l'atmosphère, ce qu'on a fait, c'est que on a tout simplement utilisé cette courbe d'évolution. On a regardé des échantillons ici qui avaient été échantillonnés à Barberton et à Pilbara en Australie. Et c'est des échantillons dans lesquels il y a des microfossiles. Et on a simplement analysé le xénon dans ces échantillons. Et on a, en utilisant
quelle était la teinte du xénon dans ces échantillons, on a pu apporter une information sur l'âge de cette matière organique. Et par exemple, il y a des échantillons qu'on a analysés dans des roches qui avaient 3 milliards d'années, où tout le monde se demandait, mais est-ce que la matière organique, elle aussi a 3 milliards d'années? Et on a pu montrer que la couleur du xénon correspondait bien au xénon il y a 3 milliards d'années. Et ça fait un article où on montre que grâce au gaz rare, on peut pour la première fois dater directement la matière organique pour essayer d'améliorer les contraintes, notre compréhension de l'évolution initiale de la vie dans les roches archéennes. Ça va? Ça fait beaucoup? L'idée, là, pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? C'est de vous montrer qu'avec un outil, en l'occurrence les gaz nobles, on peut aborder plein de questions scientifiques. Et que souvent, c'est soit on va apprendre plein de techniques pour prendre plein de techniques et essayer de répondre à une question scientifique, ou soit quand on est spécialiste d'un outil qui peut avoir plein d'applications, on va pouvoir comme ça se diversifier et puis potentiellement aborder un grand nombre de questions. Un autre exemple sur d'applications, par exemple des gaz rares que j'ai pu utiliser pendant ma thèse, c'est que j'avais vraiment envie de travailler un peu plus précisément sur les volcans et la subduction, la tectonique des plaques. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant? Parce que la surface de la Terre, aujourd'hui, elle est, on ne sait pas vraiment si elle est à l'équilibre ou pas. C'est-à-dire que l'atmosphère, on a dit, c'est principalement de l'azote, avec un petit peu d'oxygène, avec de l'O2 et puis 1% d'argon. Mais on ne sait pas si au cours du temps, cette composition de l'atmosphère change ou pas en termes d'abondance globale des éléments. Et si vous regardez par exemple cette figure, on voit qu'à la surface de la Terre, il y a plein d'endroits où il y a du gaz volcanique qui sort. C'est ce qu'on appelle en gros le grand cycle des gaz dans la Terre, le recyclage, où en fait on a par exemple au ride médio-océanique énormément de gaz qui est émis de tous les volcans à la surface de la Terre, ou même quand on regarde avec les satellites, par exemple les espèces soufrées à la surface de la Terre, on se rend compte qu'il y a du dégazage volcanique presque partout, même là où il n'y a pas de volcan, il peut y avoir du dégazage volcanique. Et à l'inverse, donc ça c'est un flux de gaz constant de l'intérieur de la Terre vers l'extérieur de la Terre, et à l'inverse, on a un flux constant de gaz de l'extérieur de la Terre vers l'intérieur de la Terre via la subduction. C'est-à-dire que quand on a une plaque tectonique qui rentre dans le manteau, elle emporte avec elle énormément d'éléments qui vont être piégés et retournés dans le manteau terrestre. Et ça, c'est le grand cycle des éléments volatiles à l'intérieur de la Terre. Et une des grandes questions, c'est de savoir si la Terre est en gros en train de dégazer ou elle est en train de se regazer. C'est-à-dire, est-ce que si on attend 1 milliard d'années, est-ce qu'on va avoir plus de gaz dans l'atmosphère? Et si oui, ils auront quelle composition, etc. Ou alors, est-ce que on est dans un régime de dynamique terrestre où où on a une balance en faveur du regazage et l'atmosphère évolue en faveur de la subduction. Et donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec le carbone, l'oxygène, etc. Puisqu'il y a de la biologie partout, il y a des réactions chimiques partout, etc. Et donc, en utilisant les gaz rares, ce qu'on peut faire, c'est aller, par exemple, sur les arcs volcaniques. Donc là, c'est par exemple quand j'avais été au Costa Rica, dans un volcan, où on va faire des mesures d'hélium, de la quantité d'hélium qui sort du volcan. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? C'est parce que si on veut mesurer, par exemple, la quantité d'azote qui sort de ce volcan, c'est super compliqué. Parce que dans l'atmosphère, il y a plein d'azote. Alors, comment on fait pour différencier, en gros, l'azote qui sort du volcan de l'azote qui est déjà présent dans l'atmosphère? C'est très difficile. Et donc, pour ça, on va utiliser l'hélium 3, qui est très, très abondant dans le gaz volcanique, mais comme je vous l'ai dit, puisqu'il s'enfuit de l'atmosphère terrestre, il n'y en a presque pas dans l'atmosphère. Donc, en fait, on peut aller sur les volcans, mesurer le flux d'hélium 3, et ensuite prendre des cailloux qui viennent de la chambre magmatique, analyser ces cailloux, et puis, grâce au rapport hélium 3 sur azote,
dériver le flux d'azote qui sort des volcans. Donc là, c'est pour vous voyez que les gaz rares, encore une fois, ils nous permettent de faire des choses que tous les autres éléments ne permettent pas. Avec les autres éléments, c'est très difficile de déterminer le flux qui sort du volcan ou qui rentre, puisqu'il y a trop de processus qui peuvent modifier leur composition. Mais avec les gaz rares, c'est possible. Est-ce qu'on peut faire une pause là, voir si il y a des questions sur les différentes thématiques que j'ai abordées? Là, c'est en gros, les thématiques que je vous ai présentées, c'est des choses que j'ai plutôt abordées pendant ma thèse. Et maintenant, depuis que je suis ici chaire de prof junior, et puis avant, quand j'étais aux États-Unis, je suis passé sur des thématiques plus environnementales. Et donc, avant que je vous présente ce dernier cas d'application plus environnementale des gaz rares, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Comment on arrive à donner une réponse satisfaisante, on va dire, le papier final de la thèse? Oui. Est-ce que je fais beaucoup de sujets? Oui, c'est une bonne question. La question, c'est en gros, est-ce que en butinant partout, finalement, on arrive à faire quelque chose de concret et d'aller au fond du sujet? On peut pas tout faire. Idéalement, donc, il y a des chercheurs qui, par exemple, ont une question ou plusieurs questions auxquelles ils s'attellent franchement et ils vont coupler un maximum d'instruments, d'analyse, etc. pour répondre à cette question. Et ça, c'est une façon de faire qui permet effectivement peut-être de faire un travail plus en profondeur. Moi, je suis un exemple plus de quelqu'un qui a un intérêt pour... en gros, n'arrive pas à choisir la thématique qui m'intéresse le plus. Et donc, ce que je fais, c'est que j'utilise cet outil des gaz rares pour faire plein de choses qui m'intéressent en fonction des opportunités, en fonction de ma curiosité du moment, etc. Et donc, forcément, des fois, je publie un article sur une thématique et après, je passe à autre chose. Et en fait, pendant 5 ans, je vais plus du tout penser à ce à quoi j'ai pensé intensivement pendant 1 an. Et quand j'y reviens, du coup, faut que je m'y remette. Donc, forcément que je suis moins dedans dans le sujet que d'autres personnes. Ou en tout cas, ça demande une énergie et une capacité à jongler plus importante que quand on se focalise sur un sujet. Après, c'est quelque chose qui, moi, me plaît et enfin, c'est une sorte de dynamique qui me plaît. Mais c'est vrai que, par exemple, si on lit ma thèse, on a un peu l'impression de passer de la choucroute au boudin. Et j'ai essayé de tout mettre ensemble. Mais le point de cohérence, le fil rouge, c'est les gaz rares comme outil de traceur de l'évolution des éléments volatiles sur Terre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Du coup, j'avais encore un exemple que je voulais vous montrer. On a vu en gros l'origine de la matière organique dans les météorites, l'origine de l'atmosphère avec les couleurs, les météorites, les comètes, etc. On a vu qu'on pouvait aussi travailler sur l'évolution de la vie dans les roches archéennes. On peut travailler sur les volcans et sur le flux de gaz volcanique ou pas, par rapport au flux de subduction au niveau des rides médio-océaniques. Et depuis du coup mon post-doctorat, j'ai toujours gardé le même outil, les gaz rares, et je suis passé sur des thématiques qui sont complètement différentes et qui sont plus en lien avec le dérèglement climatique actuel et la gestion des eaux. Alors, c'est juste pour vous montrer que avec le même outil, on fait des questions complètement fondamentales, mais que le jour où je veux faire quelque chose de plus appliqué, c'est tout à fait possible. Alors, ça sert à rien que je revienne trop sur le réchauffement climatique actuel, mais juste pour un petit peu de contexte. Aujourd'hui, en gros, on a une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui cause une augmentation de la température globale et il y a plein
des différents modèles qui sont proposés pour l'évolution du climat à venir. C'est des modèles qui reposent principalement sur des scénarios d'émissions de CO2 en fonction de comment est-ce que notre société va continuer ou pas à émettre du CO2. Et une des façons qu'on a de mieux comprendre l'évolution future du climat, c'est de regarder les climats passés. Et notamment, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de comprendre l'évolution du climat en utilisant les gaz nobles dans les eaux souterraines. Alors, les eaux souterraines, il y en a partout dans le sol, dans différentes couches géologiques. Et par exemple, je vais vous montrer des travaux qu'on a fait ici, pas trop loin, dans le Grand Est de la France, où en fait, dans le bassin de Paris lui-même, il y a énormément de roches qui constituent des aquifères, des roches calcaires, des grès. Si vous allez à Nancy Thermal, par exemple, vous êtes en train de vous baigner dans de l'eau qui vient du grès vosgien, c'est-à-dire de l'eau qui provient de la couche ici en rose foncé. Et ces différents aquifères, portés par des roches calcaires ou des grès, ils n'ont pas vu l'atmosphère depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire qu'ils ont été mis en place dans le passé, ces eaux souterraines, et depuis, elles évoluent au sein des roches. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut les utiliser pour avoir des informations sur le climat. Alors, bien sûr, pour y accéder, il faut employer les grands moyens, utiliser des forages et avoir accès à cette eau qu'on va pouvoir analyser. Alors, à votre avis, comment est-ce que, je vous disais, certaines eaux, ça fait longtemps que elles n'ont pas vu la surface de la Terre. Comment est-ce que, à votre avis, on peut dater une eau souterraine? Comment est-ce qu'on peut dire, à partir d'une eau souterraine, depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans le sol? Avec les proportions isotopiques au 18 au 16, c'est possible. En fait, c'est un indicateur, mais c'est assez compliqué parce que la proportion au 18 au 16, donc qui reflète la composition des précipitations, c'est quelque chose qui dépend du cycle global d'évolution des précipitations, et donc c'est pas vraiment un chronomètre, mais ça donne des indications. Si on est dans une terre plus froide, par exemple, ce sera pas la même composition. C'est une bonne idée. Non? D'autres idées? Des eaux souterraines, en gros, ce qu'il nous faut, c'est des précipitations qui vont se mettre à la surface du sol. Et ce qu'il nous faut, c'est un chronomètre. Et celui qu'on utilise, par exemple, c'est le carbone 14. Donc, juste pour vous illustrer, dans l'atmosphère, ça, c'est des choses qu'on reverra en géochimie, mais il y a un atome sur 1000 milliards d'atomes de carbone dans l'atmosphère qui est radioactif, qui est un atome de carbone 14. Et en fait, lorsque vous avez de l'eau à la surface de la Terre, elle est en train d'interagir avec le carbone, et donc elle est, en gros, elle est un peu radioactive, même si pour la santé, ça n'a aucun problème. Mais il y a cette légère radioactivité qui s'arrête dès lors que l'eau rentre dans les couches géologiques. À partir de là, les espèces radioactives vont simplement décroître au cours du temps. Et puisqu'on connaît très bien la façon dont le carbone 14 décroît au cours du temps, on peut, en analysant la composition d'une eau souterraine, savoir exactement quel âge celle-ci a. C'est-à-dire depuis combien de temps elle n'a pas vu la surface de la Terre. Et là, par exemple, sur un échantillon comme ça, on pourrait avoir de l'eau qui a 25 000 ans. Alors 25 000 ans, c'est pas anodin. Il y a 25 000 ans, c'était ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. C'est la dernière fois qu'il y avait eu des mammouths dans la région de Nancy. Il y avait des grandes calottes de glace qui venaient jusqu'au nord de l'Europe, etc. C'est aussi l'époque où, en gros, l'homme de Néandertal s'est installé en Eurasie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère qu'à l'ère pré-industrielle. Comment est-ce qu'on le sait? C'est grâce à l'analyse, notamment, des bulles d'air pigées dans les carottes de glace. Ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu parler, mais on arrive à reconstituer le climat en analysant la composition de l'atmosphère. Donc, sur les échelles de temps très longues, comme à l'Archéen, c'est dans des minéraux, mais sur des échelles de temps plus courtes, on peut regarder dans des carottes de glace. Et quand on regarde dans des carottes de glace, on observe qu'il y a une alternance entre des périodes chaudes, des périodes interglaciaires, et puis des périodes plus froides, des périodes glaciaires. On a moins de CO2. Et le dernier maximum glaciaire dont je vous parlais il y a 25 000 ans, c'est juste là. Et c'est juste
avant, donc là on a eu la déglaciation il y a environ 15 000 ans, et c'est juste avant ici les émissions de CO2 actuelles liées aux activités anthropiques. Et donc toute la question, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que si on veut savoir par exemple quelle sera l'évolution de la température dans le cadre du dérèglement climatique dans l'est de la France, c'est très difficile d'arriver à l'échelle régionale à contraindre ça, puisque l'effet du dérèglement climatique, il est très hétérogène à la surface de la Terre. Et donc, tout dépend de comment est-ce que nos émissions vont évoluer au cours du temps. Mais l'idée qu'il y a derrière l'étude des climats anciens, c'est que si, par exemple, on arrive à utiliser ici la concentration de CO2 qu'il y avait au dernier maximum glaciaire et la comparer à celle qu'il y avait à l'ère pré-industrielle, si on arrive à comparer cette évolution à l'évolution de la température dans l'est de la France, eh ben on arrivera à comprendre, en gros, quel a été l'effet de l'augmentation du CO2 lors de la déglaciation sur la température et utiliser cette relation pour essayer d'améliorer notre compréhension de l'évolution de la température dans l'est de la France dans le cadre du dérèglement climatique actuel. Et donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que j'utilise les gaz rares. Alors, comment est-ce que ça marche? Et après, je finirai là-dessus, mais il faut comprendre que dans l'eau, dans n'importe quelle eau, même l'eau plate, elle est gazeuse. Il y a toujours des gaz en solution dans l'eau. Et en fait, la quantité de gaz qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quel liquide dépend de la température. C'est tout simplement une fonction de solubilité où plus il fait chaud et plus on va perdre des gaz. Et donc, quand on a de l'eau qui s'infiltre dans le sol, comme ça, on va enregistrer finalement la température en enregistrant la quantité de gaz présent dans l'eau. Et ça, c'est une archive des climats anciens qui peut être utilisée en analysant les gaz rares. Donc, en gros, quand on a des précipitations, quand il pleut, on a l'eau qui va s'infiltrer dans le sol et qui va aller se mettre en place dans des eaux souterraines. Et à ce moment-là, on enregistre la température qu'il fait grâce à aux concentrations de gaz rares. Ici, vous voyez la solubilité des gaz rares qui dépend de la température. C'est pareil pour le CO2 ou d'autres espèces. Mais vous voyez que la solubilité dépend de la température et en gros, on peut utiliser ces relations pour regarder simplement la concentration de gaz rares qu'il y a dans l'eau et calculer une température. Et donc, c'est ce qu'on fait ici en ce moment au CRPG pour essayer de comprendre l'évolution des climats. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des eaux souterraines à différents endroits. On va prendre des eaux souterraines dans la région, ici à Nancy Thermal, dans les Vosges, etc. Et on va pouvoir reconstituer l'évolution des températures au cours du temps en utilisant les concentrations de gaz rares qui ont été préservées dans les eaux souterraines. Et donc, quand on a fait ça récemment, et ça donne l'étude, par exemple, que vous voyez ici, où on a réussi à reconstituer l'évolution des températures au cours du temps, avec ici donc toute l'histoire de déglaciation, ici le dernier maximum glaciaire, et on a réussi à déterminer qu'au dernier maximum glaciaire, il faisait environ moins 9 degrés, enfin 9 degrés de moins en moyenne qu'à l'actuel dans le Grand Est. Et donc vous voyez que c'est comme ça, grâce à l'analyse des gaz rares dans les eaux souterraines, qu'on arrive à avoir accès à la température qu'il faisait dans le passé dans la région et à évaluer quelle est du coup l'influence du CO2 sur la température. Et c'est cette information qu'on peut utiliser pour améliorer notre compréhension du climat. Voilà, ça c'était le dernier exemple dont je voulais vous parler. C'était un petit peu compliqué pour moi de voir comment est-ce que j'allais vous présenter ça, puisque l'idée derrière c'était de vous montrer que on peut aborder plein de thématiques si on est intéressé et qu'on a le bon outil. Sauf que du coup, ça nous a forcé à parler de cosmochimie, d'évolution du manteau de subduction, etc. J'espère que ça vous a pas perdu plus qu'autre chose. Là, c'était peut-être beaucoup d'informations, mais on reverra tout ça sous un autre angle. Je parle presque pas des gaz rares en géochimie, vous en faites pas. Sous un autre angle en géochimie. Aujourd'hui, du coup, je suis professeur, enfin chaire de professeur ici. Je travaille sur les paléoclimats
mais ça m'empêche pas de continuer à travailler sur d'autres thématiques. Là, par exemple, en ce moment, avec Laurette et d'autres au CRPG, on travaille sur des échantillons d'astéroïdes qui ont été ramenés par la mission OSIRIS-REx par la NASA, où là, pareil, ils ramènent des nouveaux échantillons sur Terre, et on est sollicité, on participe aux analyses des gaz rares dedans, puisqu'on est spécialiste de ça, pour essayer de comprendre l'origine des éléments du carbone, etc., dans ces échantillons extraterrestres. Et puis, je continue à aller sur les volcans pour mesurer les gaz rares dans les gaz volcaniques, pour faire à la fois du monitoring de l'activité des gaz rares, des volcans, et puis continuer à essayer d'améliorer notre compréhension de d'où vient l'atmosphère terrestre, etc., tel que je vous l'ai présenté. Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous. Il y a beaucoup trop de trucs. Est-ce que vous avez des questions pour David? Ouais. Pour les eaux souterraines, Ouais. les endroits, parce que tout là-bas, est-ce que ça marche toujours s'il y a des précipitations qui s'impliquent, etc. Et est-ce qu'il y a une correction pour ça? Oh, oui, non, t'as tout à fait un bon point. Si on, il y a en gros deux types d'eau souterraine, deux grands types. Il y a les nappes captives et les nappes libres. Comme tu dis, il y a plein d'endroits où en fait c'est des nappes libres qui sont directement en lien avec la surface de la Terre. Où en gros, s'il pleut aujourd'hui, ça s'infiltre et ça va dans une nappe qui est pas protégée par une couche imperméable qu'on appelle un aquitar. Et donc toutes ces eaux de surface, elles sont pas utiles pour les études qu'on fait. Et un des grands enjeux, c'est justement de trouver des endroits où on a de l'eau qui a été piégée sous une couche imperméable pendant très longtemps. Et donc il y a plein d'endroits où il y a des mélanges, où les couches imperméables sont discontinues, etc. Grâce aux isotopes, on peut faire des déconvolutions de mélange, comme avec les couleurs, où en gros, on arrive à détecter s'il y a une eau qui a été polluée par des eaux plus récentes, et on essaye d'apporter des corrections, mais c'est souvent très compliqué. Donc, dans le monde, il y a environ 30% des eaux souterraines qui ont été mises en place au dernier maximum glaciaire. Donc, ça fait quand même pas mal d'eau qui peut servir à ce genre d'études. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit vraiment des eaux qui soient bien préservées sous des couches géologiques imperméables pendant longtemps. Le bassin de Paris, on a de la chance qu'il y a ce genre de configuration qui permet ce genre d'études. Mais en tout et pour tout dans le monde, pour l'instant, ça a pu être fait sur une trentaine maximum de sites. Ouais. Quand tu fais la concentration des gaz rares dans les aquifères et ce genre de choses, si le temps de résidence de l'eau est hyper long, est-ce que ça va juste faire une moyenne de concentration Enfin, tu peux déconvoluer tout ça? Ouais. La question, c'est si vraiment les eaux elles sont super longues, est-ce qu'on arrive toujours à faire une température avec, en utilisant les concentrations de gaz rares? La réponse, c'est oui et non. Arriver à un certain temps, vraiment, en gros, une fois que les gaz rares sont dans l'eau, ils diffusent tout doucement. Si on attend des millions d'années, en gros, il y a plus de signal parce que tout s'est un peu réhomogénéisé. Mais jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années, les gaz rares n'ont pas eu le temps, en gros, de diffuser assez pour complètement s'homogénéiser. Et donc, on peut faire ce type de reconstruction jusqu'à des échelles de temps longues, en tout cas qui nous permettent de faire des paléoclimats, mais pas jusqu'à des millions et des millions d'années où là, le signal est devenu trop diffus. Tu as une question? Oui. Oui, alors... Non. Oui. Ouais. Alors en fait, c'est un point intéressant, c'est que
encore une fois, nous, avec le xénon, on arrive vraiment à voir finement la proportion, etc. Mais en fait, c'est parce que la comète, elle est blindée en xénon. Et donc, en fait, il ne faut pas apporter beaucoup de comètes pour arriver à faire le mélange. Et en fait, et quand on regarde, par exemple, quelle quantité d'eau sur Terre pourrait provenir des comètes, on peut faire comme ce que je vous ai montré avec la subduction, là, en gros, utiliser les rapports entre un gaz rare et l'eau ou le carbone, etc. Et on se rend compte qu'il y a moins de 1% de l'eau sur Terre qui vient des comètes. Donc, en gros, si vous avez une comète qui est blindée en xénon, il suffit d'en apporter peu pour arriver à faire ce mélange de 20%. Et puisqu'il y a énormément d'eau déjà présente sur Terre, la contribution finale de ces comètes à l'eau terrestre, elle est que d'environ 1%. Et Lorette, par exemple, qui travaille elle, sur les isotopes de l'hydrogène, donc spécifiquement sur les histoires de l'eau, elle obtient des résultats un peu assez comparables, où les comètes ont une composition en eau très différente de celle de la Terre, qui ressemble quant à elle vachement aux météorites. Et donc, l'eau sur Terre vient plutôt de matériel de type météorite, et finalement, on a juste saupoudré la Terre de comètes à la fin de la formation de l'enveloppe terrestre. C'est quelque chose qu'on peut quantifier finement en utilisant des traceurs physiques, et c'est plus compliqué avec les autres éléments. Oui. Oui. Tu voulais savoir quoi? Oui, ok. En fait, du coup, ma thèse ici, c'était vraiment gaz rare sous toutes les coutures. Je suis allé en postdoc aux États-Unis pour apprendre des nouvelles techniques. Donc, j'ai appris à faire de l'ICP-MS, enfin, ça va pas vous parler, mais en gros, utiliser d'autres instruments, d'autres éléments, mais toujours en faisant plein de thématiques, parce que j'ai travaillé aussi sur les météorites ou sur les basaltes du fond des océans. Je suis allé là-bas parce que c'était une grande question à la fin de ma thèse. J'avais plusieurs possibilités d'aller dans différents endroits. Et pour être honnête, je suis allé là-bas parce que je savais que j'allais m'y sentir bien, parce que je connaissais déjà des gens qui étaient super sympas et avec qui j'avais déjà travaillé. Et j'avais l'occasion d'aller dans d'autres endroits, même peut-être un peu plus, disons, pas prestigieux, mais où j'avais peur de me sentir moins bien. Et donc j'ai choisi d'aller à Woods Hole parce que c'est au bord de la mer, et qu'il y avait des gens que j'aimais bien, et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai passé des super années là-bas. Enfin, c'était juste 2 ans, pendant le Covid. Je suis arrivé le 15 mars 2020, genre le lendemain du confinement général. Mais du coup, ça va. Mais ouais. Après une thèse, donc on fait un post-doctorat, vous en avez sans doute tous entendu parler, et c'est un peu une des grandes questions. Qu'est-ce qu'on fait en post-doc? Parce que autant en thèse, on se forme vraiment sur un outil ou une thématique qui est très important pour notre carrière plus tard, mais en post-doctorat, c'est un peu comme si on choisissait notre version bêta du chercheur qu'on voulait devenir. Même si on a une expérience de post-doc qui nous convient pas, il est possible d'en faire un autre, etc. Ça nous condamne pas à faire ce qu'on fait en post-doc, mais disons que c'est là où on peut commencer à proposer nous-mêmes des sujets de recherche et en gros à se faire chercheur. Et donc moi je suis allé là-bas parce que ouais, c'était un bon environnement scientifique. Puis après je suis revenu là D'abord, alors Yves, il m'avait dit quand j'étais allé après le mardi Giol, il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps. Et je lui ai souvent dit ça, et du coup, il m'a pris quand même en postdoc pendant 6 mois quand je suis revenu aux États-Unis pour compenser le fait qu'il m'avait dit non en premier lieu. C'est pas vraiment vrai, mais on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que vous avez je sais pas, même des questions sur d'autres sujets, sur la recherche en général, ou sur... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont potentiellement intéressés par la recherche, par le domaine académique? Ouais. Il y en a quelques-uns, je vois qu'il y a pas mal qui font ça.
il est encore temps de réfléchir. Enfin, il y a pas d'urgence, mais j'espère que ce genre de mardi de géol vous donne un peu un aperçu de ce qu'on peut faire. Alors là, c'était un aperçu un peu violent vu qu'on a abordé quand même beaucoup de choses. Mais dans l'idée, j'espère que le message global que je voulais vous faire passer, c'est que si vous êtes intéressé par plein de choses, en recherche, il y a moyen de s'éclater. À partir du moment où on maîtrise un outil, où on maîtrise quelque chose, on peut en fait s'intéresser à plein de questions et faire plein de choses intéressantes. Tu as parlé de plusieurs volcans, tu es allé échantillonner, tu peux parler un petit peu de terrain, enfin, tu fais du terrain, Ouais. ça consiste en quoi à faire du terrain quand on analyse également? La plupart des volcans sur lesquels on va, quand il y a une grosse éruption, on peut aller sur le volcan. Par exemple, là en Islande, la vidéo drone que je vous ai montrée, c'est quand il y a eu la grosse éruption il y a quelques années, où tous les volcanologues sont en gros précipités pour aller voir ça. Nous, quand on arrivait sur place, on pouvait pas faire grand-chose parce que c'était trop actif, trop dangereux. Nous, le terrain qu'on aime bien, c'est quand on arrive et qu'en gros il y a une flaque d'eau avec des bulles, une flaque d'eau pas trop chaude, idéalement. Donc c'est moins impressionnant qu'un volcan, mais en fait on se rend compte que rien que là en Allemagne, en Eiffel, à 1h30 d'ici, il y a un des sites dans le monde où il y a du gaz volcanique qui remonte depuis l'intérieur de la Terre en ayant interagi le moins possible avec l'atmosphère terrestre. Des fois, il suffit pas d'aller voir les plus gros volcans pour avoir le meilleur gaz. Et quand je dis meilleur gaz, c'est simplement le gaz qui, du coup, est le plus pristine, le plus primordial, le plus proche de la composition qu'il a à des centaines de kilomètres sous la surface de la Terre. Et donc, nous, typiquement, quand on est sur le terrain, on est avec notre sac à dos à chercher des flaques avec des bulles. Et quand on en trouve, on prend un entonnoir à la renverse. Et en gros, ça permet de collecter toutes les bulles qui ont passé dans des tubes et qu'on remplit des bouteilles. Et après, on revient au laboratoire. Ça, c'est parce qu'on analyse des gaz. Bien sûr, on peut faire aussi des gaz rares dans des minéraux. Et dans ce cas-là, c'est la même chose que tout le monde fait, un marteau. Et après, on broie et après, on sépare. On prend des olivines, par exemple, qui sont les minéraux les premiers à cristalliser. Donc, c'est ceux qu'on va essayer de concentrer. Et ça, c'est une autre technique. Moi, j'ai beaucoup plus fait les analyses de gaz. C'est bon? Ça va? Là, tu as parlé d'enregistrement pour l'oxygène qui remonte à plus de 25 millions. Oui. Et c'est quoi l'état des connaissances actuelles sur la concentration de CO2? Enfin, qu'est-ce qu'on sait bien? Jusqu'à quelle période on connaît bien la présence de l'atmosphère? Ouais. Il y a les analyses de carottes de glace, ça remonte environ à 800 000 ans. On arrive à faire des reconstitutions plus anciennes, mais simplement en utilisant des proxys indirects, comme par exemple en regardant des très anciennes plantes et en regardant la taille des stomates, on peut avoir une indication sur la pression partielle de CO2, mais c'est que des indications indirectes. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a un grand projet qui est en train de forer des carottes au Groenland et aussi en Antarctique. Et tout le but, c'est d'essayer de remonter en gros de la glace la plus ancienne possible. Et l'objectif là de ces missions, c'est de remonter à 1,5 million d'années. Et donc, on connaît très bien l'évolution du CO2 au cours du temps, parce que en gros, que vous soyez en Chine, aux États-Unis, en Inde ou peu importe où, quand vous émettez du CO2, il va s'homogénéiser assez rapidement dans l'atmosphère. Et on a la même pression partielle de CO2 à peu près partout sur Terre, à l'échelle régionale en tout cas. Et les bulles dans les glaces antarctiques, elles enregistrent du coup l'évolution de ces concentrations qui sont reconstituées de façon très fine. C'est la reconstitution des températures qui est plus compliquée. Et c'est pour ça que nous, on se spécialise aujourd'hui sur
essayer de reconstituer l'évolution des températures en Europe, par exemple, où il n'y a presque pas de données. Les modèles qui font le climat européen, l'évolution du climat européen dans le cadre du réchauffement climatique, ont besoin de données sur les climats anciens pour pouvoir s'entraîner, s'ancrer. Si par exemple on regarde juste ce résultat-là que je vous ai montré, où il faisait 9 degrés de moins qu'à l'actuel au dernier maximum glaciaire dans l'est de la France, si vous prenez tous les modèles qui sont utilisés pour dans les rapports, qui sont synthétisés dans les rapports du GIEC, vous voyez que ici, ça c'est les différents noms de modèles. Et ben on leur a demandé, ok, ils faisaient quelle température au dernier maximum glaciaire dans l'est de la France? Et ben la plupart d'entre eux nous ont donné une température qui était plus chaude que ce qu'on a trouvé grâce à nos données. C'est-à-dire que la différence de température est plus petite. Nous, on trouve moins 9 degrés, et ils trouvaient qu'ils faisaient juste moins 3, moins 5 degrés. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que du coup, la sensibilité des modèles qui sont utilisés pour les projections du climat, elle peut être ajustée. Donc là, on leur dit par exemple, bah non les gars, dans notre région, on était à moins 9, donc en fait, la sensibilité climatique dans notre région, elle doit être similaire à celle qui est présente dans les modèles, ici, les 4 modèles du dessus. Et donc là, on peut dire, bah, ces modèles, ils sont compatibles avec nos données, et donc, on peut avoir on peut augmenter la fiabilité des projections en utilisant les climats du passé. Vous n'avez plus de questions? Vous avez tout compris? Non? Rien? J'étais là la dernière fois quand il y avait eu la présentation de Christelle. Et il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi votre dinosaure préféré. Alors j'avais préparé une slide, mais personne ne me le demande. Ah vous avez rien écouté de la présentation et là vous êtes content quoi. On a posé la question. Moi, je suis sur les gars envoyés à Bruxelles. Vous avez des enseignants ici, donc vous pouvez facilement le recontacter ou le recroiser. Vous pouvez recroiser un dinosaure l'année prochaine. Ouais. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, maintenant. Et après. Que ce soit pour les stages d'été, les projets labos ou même pour discuter du master, n'hésitez pas à envoyer des mails ou même si vous avez des incertitudes sur quoi choisir, etc. Je suis disponible pour vous aider à choisir votre parcours. Ok ?